Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la discrimination et la désinformation associée à la COVID-19. Mon nom est Fournier Amy, je suis le directeur général du CRAR, un organisme de Montréal qui est voué à la défense des droits de la personne et la lutte contre les discriminations. Nous vous présentons ce webinaire dans le cadre d'un projet financé par le ministère du Patrimoine canadien qui s'intitule « L'infodémie COVID-19 contre la discrimination et la désinformation ». L'objectif de ce webinaire est de fournir de l'information sur les enjeux reliés au racisme anti-asiatique et aux d'autres formes de discrimination et de la désinformation reliées à la COVID-19. Par le biais des webinaires que nous vous présentons d'ici au cours de prochaines semaines, nous réunissons des experts à travers le pays, des leaders des communautés, des chercheurs et des analystes en matière de politique publique et des chefs de file de divers secteurs pour parler des enjeux reliés à la discrimination et la désinformation reliée à la COVID-19. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter notre deuxième webinaire en français qui s'intitule « La COVID-19 et le racisme anti-asiatique au Canada, parlons-en ». Nous avons réuni 4 personnes qui sont issues des milieux socio-économiques différents, tous et toutes d'origine asiatique, et qui ont collectivement plus de 50 ans d'expérience dans le domaine des droits de la personne et de la promotion de la justice sociale. Donc, je vous présente d'abord Maître Matthew, avocate chez Ouellette Nadon et Associés, médiatrice ayant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des droits de la famille, du droit de l'immigration, le droit des affaires. Maître Matthew a eu plus de 3 décennies dans la lutte contre la discrimination, l'inégalité et pour la justice sociale. Elle a été entre autres un membre actif de l'Association des juristes progressistes du Québec et elle est aussi actuellement la porte-parole des Chinois progressistes du Québec. Nous avons le plaisir de recevoir Mme Laura Liu, fondatrice de la page Facebook Groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques du Québec. Auteure, comédienne, consultante avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion des OSBL ici à Montréal, Mme Liu a aussi créé la page Facebook Local 888 Montreal Asian Food qui vise à porter du soutien aux entreprises et aux commerces alimentaires à Montréal. Mark Ma est un formateur bilingue avec plus de 10 ans d'expérience dans le milieu communautaire ici à Montréal. Spécialiste dans les techniques multimédia et travaillant de concert avec des ONG dans le domaine du développement communautaire et de l'aide internationale, M. Parkema a joué dans un documentaire très noté en 2013 qui s'intitule « Être chinois au Québec ». Nous avons finalement avec nous Maître Walter Chian Tom, avocat spécialiste dans le domaine des droits de l'immigration et des droits de la personne. Maître Tom est aussi directeur de la clinique juridique de l'Union générale des étudiants de l'Université Concordia. Donc, je peux commencer tout de suite. Donc, d'abord, je vais officiellement souhaiter la bienvenue à Maître Matthew, à Laura Liu, à Parkema et à Walter Chian Tom d'avoir accepté de participer à ce webinaire ce soir. Donc, je commence avec Matthew. Maître Chu, vous avez été depuis longtemps, dans plus de 2 ou 3 décennies, joué un rôle de chef de file dans la lutte contre les discriminations, contre les injustices sociales, contre les inégalités. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez la situation actuelle par rapport au racisme anti-asiatique ici au Québec ou dans le reste du Canada? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et je pense que c'est un sujet qui est très, très important. On va parler de cela un peu plus tard, mais normalement, je trouve que les communautés anglophones et normalement un peu plus de sensibilisation sur les questions de racisme et de discrimination que les communautés francophones. Alors, je pense que merci beaucoup, bravo au CRAR d'avoir pris cette initiative. Alors, pour répondre à vos questions, je crois qu'il y a pas mal un consensus social que ce que la crise de COVID-19 a fait n'est pas... Oui, il y a quelques défis qui sont nouveaux, mais en général, ce que la crise a fait est d'amplifier et empirer des situations et des vulnérabilités, des faiblesses dans tous nos systèmes actuels.
Bien sûr, on parle beaucoup de nos systèmes de santé et services sociaux, le système de tout ce qui est en lien avec les aînés, les populations les plus vulnérables. Aux États-Unis, on a vu comment beaucoup au niveau des impacts adverses, c'est aussi sur les populations racisées, pauvres, noires, qui sont beaucoup plus affectées par le COVID-19. Alors, pour revenir à la question du racisme anti-chinois, bien sûr, c'est toujours existé ici au Canada et au Québec. On commence, alors je vais vous donner un petit sommaire de la taxe d'entrée parce qu'il faut nécessairement qu'on parle de ça. Le mouvement pour la réparation de la taxe d'entrée a revendiqué, avions comme une des revendications l'éducation inclusion dans l'histoire diverse, toutes les gens divers. Et malheureusement, on n'est pas encore arrivé à cet objectif. Donc, ça tombe sur nous, sur les militants, sur la population privée d'essayer de faire cette éducation-là. Donc, en bref, on sait qu'à partir de 1885, quand le chemin de fer a été construit, qui a été recruté pour venir construire le chemin de fer au salaire beaucoup plus bas que les travailleurs blancs européens. Dès que ce travail a été fini, le gouvernement a jugé qu'on n'a plus besoin des Chinois ici. Alors, à partir de cette année-là, le gouvernement a imposé le premier taxe d'entrée pour décourager l'immigration continue des Chinois. Et cette taxe d'entrée a été augmentée jusqu'à 500 $ en 1923. Et ensuite, en 1923, le gouvernement canadien a passé un acte qui interdit point toute immigration chinoise, sauf quelques petites exceptions au Canada. Et ça, c'était l'état d'immigration chinoise au Canada jusqu'à 1947. Et bien sûr, ça a provoqué, ça a créé des souffrances, des traumatismes. Ça a retardé le développement de la communauté chinoise à travers le Canada. Et en fait, c'était jusqu'au 1969 à peu près. Maître Tom est un avocat en immigration, il connaît beaucoup mieux les années que moi, mais je crois que c'est juste avant les années 90 que finalement les Chinois pouvaient immigrer au Canada au même pied égal que les autres immigrants. Et donc, suite à ces 63 ans de racisme institutionnel créé par le gouvernement du Canada et suivi par des lois discriminatoires par les provinces et les municipalités. Bien sûr, la communauté chinoise, à un moment donné, après la Charte des droits et des libertés, la communauté chinoise a déclenché un mouvement pour demander, exiger des réparations pour les torts imposés à la communauté chinoise par la taxe d'entrée et l'acte d'exclusion. Et après presque 20 ans de militantisme, de lobbying, de pétitions, de manifestations, même des procédures juridiques. En 2006, la communauté a obtenu des excuses du gouvernement canadien et avec des compensations partielles. Je dis partielles parce qu'il y a des familles qui étaient coupées de la compensation. Je ne sais pas si Maître Tom va parler un peu de la situation de son père ou son grand-père, mais malheureusement, il reste des réparations à faire.
Mais suite aux excuses du gouvernement, le gouvernement aussi a créé une espèce de fonds pour faire des projets qui vont reconnaître l'histoire et la contribution de la communauté chinoise au Canada. Et un de ces projets était un film en 2013 qui s'appelait Être chinois au Québec. Et Parker était un des animateurs de ce film avec une autre jeune femme, Bethany Orr. Je pense que vous étiez troisième génération descendant des payeurs de taxes d'entrée. Donc, cette film un des effets de ce film sur l'identité des Sino-Québécois était de rassembler, réseauter un peu les jeunes générations qui s'intéressaient dans les questions d'identité et histoire et racisme et la discrimination. Alors ça, c'était un groupe, une première tentative de former un groupe des Sino-Québécois avec les mêmes inquiétudes, les mêmes questionnements, etc. Et ensuite, en 2017, le gouvernement de Québec a lancé, suite encore une fois, la mobilisation de plusieurs groupes des minorités au Québec, a annoncé la création d'une consultation provinciale sur le racisme systémique, sauf le petit groupe de Facebook qui a été créé suite au film Être chinois au Québec. Il n'y avait pas un organisme chinois qui avait un mandat principal de travailler sur la question de racisme contre la communauté chinoise. Alors, quelques militants qui étaient autour de ce film, nous avons lancé le groupe Les Chinois progressistes au Québec. Et notre idée à l'origine était de mobiliser pas juste la communauté chinoise, mais les communautés asiatiques. On voulait faire une espèce de common thread pour ramasser des informations, documenter le racisme anti-asiatique afin de présenter au gouvernement pour cette consultation sur le racisme systémique. Malheureusement, c'était annulé, mais on a continué de militer pour lutter contre le racisme anti-chinois. Par exemple, je peux vous parler un peu de nos activités. Chaque année, nous participons dans le grand manif contre la haine et le racisme. Pour nous, étant donné que le racisme pourrait toucher n'importe qui, il y a parfois dans l'histoire, la communauté chinoise, les communautés asiatiques on bénéficie d'un certain privilège qui s'appelle modèle. Oui, le mythe de minorité modèle. Alors, des fois, on pourrait être blessé par ça, mais normalement, même si on peut profiter de cette mythe de minorité modèle, mais une fois que vous êtes victime de racisme et discrimination, vous êtes vulnérable à une surcharge de haine et de racisme n'importe quand on a vu avec le COVID-19. Alors, à cause de ça, un autre de notre moyen de lutter est de concerter, de travailler en solidarité avec les autres groupes qui sont aussi victimes de racisme et de discrimination au Québec. Alors, c'est pour ça que nous avons positionné contre la loi 62, contre la loi 21. Nous avons lutté contre l'islamophobie. Nous étions aussi victimes de fake news parce que je crois qu'il faut, plus tard, Carl va parler un peu de fake news. Alors, en 2019, il y avait un parti politique siégeant à l'Assemblée nationale qui a diffusé le fake news sur les Chinois qui veulent accaprer les terres agricoles au Québec et envoyer les produits en Chine et on va faire crever la population chinoise. Alors, on devait lutter contre
et chaque fois qu'il y a des attaques, des fake news, des stéréotypes contre la communauté chinoise, on était obligé de contester. Et plus récemment, nos dernières activités qui a produit beaucoup de fruits, c'est notre insistance pour demander auprès de la ville de Montréal un plan de développement du quartier chinois, parce qu'il y a 2 ans, on a constaté que le quartier chinois, à cause de négligence, soit de négligence ou des actes comme les actes de gentrification, on était en train de perdre le petit terrain qui se situe le quartier chinois. Alors ça, c'est notre exemple de comment une situation qui était existante, qui était très vulnérable, maintenant on voit, paf, quand le COVID-19 arrive, maintenant le quartier chinois s'est quasiment démoli. Mais heureusement, à cause du fait que nous avons commencé la lutte des années avant, je ne sais pas si vous avez été au courant que, je pense que Laura, tu étais là, hein, quand la ville a fait la déclaration le 14 décembre pour reconnaître la valeur patrimoniale du quartier chinois. Bien sûr, maintenant, c'est à nous de continuer la lutte pour implémenter cette déclaration, pour demander la ville d'appliquer des mesures pour valoriser et protéger le quartier chinois. Donc, ça, je dirais que ce n'est pas moi, mais c'est toute la communauté, toutes les résistances. Le COVID aussi a provoqué ou a déclenché beaucoup des instances de résistance comme le groupe d'enquête de End Racism à travers le Canada, etc., etc. Alors, je pense que toutes ces actions soulignent la résilience de la communauté chinoise qui a subi comme 136 années de discrimination et racisme. Et ça souligne aussi la détermination de nos communautés de lutter pour l'égalité, et on va continuer de lutter. Oui. Merci beaucoup, May, d'avoir tracé pratiquement un siècle et demi de lutte contre les injustices et contre la discrimination, et nous mène jusqu'à maintenant, surtout avec la pandémie. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir avec Parker par rapport à aussi son parcours avec le documentaire, et puis sur les sujets sur lesquels travaille Walter au niveau de l'immigration et aussi qu'on appelle le développement du quartier chinois dans le contexte de la pandémie. J'invite maintenant Laura peut-être de continuer avec ses réflexions sur la situation. Laura, vous avez créé le groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de pourquoi vous avez créé ce groupe et en particulier ce que le groupe a fait pour contribuer à une meilleure prise de connaissance de la situation de racisme envers les Asiatiques ici au Québec? J'ai fondé le groupe vraiment récemment, comparé à votre historique, mais c'est vraiment, je suis vraiment un bébé dans ce domaine. J'ai créé le groupe en mars 2020, vraiment suite à la naissance du COVID-19 et l'arrivée du COVID-19 au Québec, parce qu'il y avait une hausse d'incidents haineux touchant la communauté asiatique au Québec. On parle de vandalisme, des pagodes, des insultes dans les lieux publics. Et aussi, il y avait aussi j'ai oublié le mot en anglais. En français, je suis vraiment désolée, le stabbing de la personne coréenne, d'origine coréenne à NDG. Ça a vraiment créé une peur chez moi. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé le groupe, parce qu'il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas d'endroit, de lieu où on pouvait parler de ces incidents-là. Et surtout que ça touchait toutes les communautés asiatiques. Moi, je voyais ça partir sur les murs de mes amis sur Facebook, mais il fallait avoir un lieu d'échange. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe-là, pour qu'on puisse, centraliser tous les incidents haineux pour que tout le monde puisse être informé de ces incidents-là. Et aussi, il y avait un autre aspect qui était important pour moi. Moi, j'avais peur pour ma famille. On était dans le premier confinement. Je ne savais aucunement, j'étais aucunement préparée à ça.
Donc, c'était vraiment important pour moi de m'informer et aussi d'informer ma famille, mon entourage, mais aussi toute la communauté québécoise parce que je n'étais pas la seule qui avait cette peur-là. Donc, c'est pourquoi j'ai créé le groupe pour qu'on puisse rapporter des incidents dessus. C'est important de souligner que je voulais vraiment que le monde dénonce. Si jamais il y a eu des insultes, il y a des incidents, quoi que ce soit, il fallait le dénoncer sur le groupe pour qu'on puisse être au courant, pour que quelqu'un puisse réagir à ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est vraiment informer les gens par des Facebook Live. On a invité Faux à faire un Facebook Live sur le racisme pour expliquer ce qu'est le racisme. On a fait aussi d'autres Facebook Live. On a invité le SPAL, qui est la police de Longueuil, pour venir parler de différentes façons de dénoncer. Qu'est-ce qu'eux, ils pouvaient donner comme service pour aider la population. On a aussi fait d'autres Facebook Live sur la santé mentale parce que c'est un sujet qui est vraiment assez tabou dans la communauté asiatique, on le sait. Et à cause du confinement, il y avait une peur qui existait et je crois que les gens n'arrivaient pas à mettre des mots dessus, ils ne savaient pas comment réagir avec toutes les émotions de peur qu'ils vivaient. C'est pour ça qu'on a fait des Facebook Live en français et en anglais sur la santé mentale en invitant des psychologues et des psychiatres d'origine asiatique pour qu'on puisse en parler. Également, on a toujours des séances Zoom faites par des intervenants sociaux pour traiter de différents sujets sur le racisme, sur la discrimination qui touche la communauté asiatique. Donc, c'est vraiment notre façon de sensibiliser les gens au racisme et sur comment ils copent, comment ils font pour réagir à tous ces incidents-là et dire que c'est normal de se sentir overwhelmed. Excusez-moi, j'utilise vraiment beaucoup d'anglicisme aujourd'hui. Que c'est normal et qu'il y a des outils et il y a des services là pour les aider. C'est sûr que c'est peut-être un phénomène nouveau pour les personnes. C'est que vous, dans la communauté chinoise, ça fait 125 années que vous le subissez, mais nous, pour notre génération, mes parents sont venus ici pour la guerre du Vietnam et le racisme, on n'en parle pas. C'est un sujet tabou. Nos parents ne nous en parlent pas. La génération avant le taise. Et je crois qu'avec le groupe, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de donner une voix à ce racisme qu'on néglige et qu'on oublie et qu'on essaye d'ignorer, que nos parents nous demandent d'ignorer. On veut juste mettre des mots au mal qu'on subit présentement et qu'on a eu depuis qu'on est jeune et qu'on ne savait pas c'était quoi. Donc, c'est vraiment la mission du groupe d'entraide qui est de demander aux gens de dénoncer le racisme, mais aussi d'informer sur comment vivre le racisme et comment le contrer. J'aimerais vous poser une question, Laura, par rapport à votre groupe, parce que le groupe attire beaucoup de gens de diverses origines asiatiques. Comme vous avez dit, bientôt, nous allons avoir, on commence une deuxième année avec la pandémie, et vous avez rejoint beaucoup de communautés asiatiques. On parle des communautés asiatiques, on parle des communautés chinoises, vietnamiennes, cambodgienne, laotienne, des gens d'origine japonaise et coréenne, et même quelques personnes de l'Indonésie ici à Montréal. Donc, c'est très diversifié et il y a aussi une division linguistique. Et est-ce que vous avez, comme May dit tantôt, est-ce que vous avez remarqué un peu une différence dans la manière dont les Asiatiques francophones réagissent au phénomène du racisme par rapport aux Asiatiques anglophones? Au niveau d'en parler publiquement et puis aussi de réagir avec des actions concrètes pour lutter contre cette discrimination? Je dirais que la différence d'utiliser plus le français ou l'anglais, je crois que ça dépend de la communauté. Par exemple, la communauté vietnamienne est plus francophone parce que les parents étaient des francophones qui sont éduqués, qui sont immigrés au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on priorise beaucoup plus la langue francophone. Et ceux qui dénoncent plus avec la langue anglophone, ce serait peut-être la communauté plus chinoise, parce que c'est aussi peut-être la première génération qui vient d'immigrer ici. Donc, je dirais que c'est un dynamisme qui est vraiment différent parce que c'est vraiment
chaque communauté a leur type caractéristique et leur barrière de langue et leur barrière aussi de, comment dire, culturelle. Parce qu'ils le vivent différemment, ils ont une historique, un bagage qui arrive ici. La façon qu'ils vont le dénoncer, comment ils le vivent est différente aussi. Et on parle aussi, quand on parle d'immigration, on parle de différentes communautés qui ont aussi des degrés d'éducation qui sont différents, donc sont informés ou moins informés. Donc, oui, il y a une dynamique différente en termes de langue française et de langue anglaise, mais il faudrait aussi regarder derrière avec d'où est-ce que ces personnes-là viennent. Est-ce qu'ils viennent de la première vague d'immigration migrants? Donc, c'est une dynamique encore plus complexe que juste deux langues françaises ou anglaises, je dirais. D'accord. C'est très important de faire cette précision-là. Et puis, je crois aussi, ça démontre aussi la nécessité pour ces communautés-là se parlent entre elles aussi. Parce que le fait d'être asiatique, ça ne veut pas dire qu'on a plutôt le même qu'on appelle caractéristiques culturelles à cause de l'histoire, la période migratoire, la langue, question de classe aussi. Donc, votre page est importante. Je voudrais juste vous poser une dernière question. Vous avez pendant plusieurs mois, disons, attiré beaucoup de gens d'origine asiatique qui peuvent trouver un endroit qu'on appelle sécuritaire, safe space, pour en parler. Est-ce que vous avez remarqué des agressions, les actes de discrimination que les personnes ont vécu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé? Vous voulez dire sur ma page ou des actes de Sur la discrimination? page. Ceux qui dénoncent les actes d'agression et de racisme qu'ils ont vécu, surtout je remarque qu'il y a un grand nombre de femmes qui en parlent aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être les trois actes de racisme les plus fréquemment discutés sur votre page par vos membres ou vos participants? Ouais. Mais dernièrement, c'est sûr qu'on parle un peu plus, c'est ça, ce qu'on les femmes qui dénoncent. C'est aussi, il y a beaucoup plus de femmes qui sont membres sur le groupe. Il y a des hommes, mais beaucoup moins qui dénoncent, qui en parlent. On parle surtout celles, je dirais celles parce que c'est vraiment elles qui dénoncent. Celles qui dénoncent, c'est vraiment des insultes qu'ils reçoivent verbalement dans la rue. Ou sinon, c'est des insultes, par exemple, au travail. On en a eu. C'est vraiment des petits micro-agressions, c'est des blagues qui se font sur les personnes. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne le font pas sur les hommes ou peut-être que les hommes le reçoivent, mais ils n'en parlent pas sur la page. Sur les femmes, c'est sûr que quand ça se passe au travail, on essaie de donner de l'information sur c'est quoi les droits au travail, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Mais quand c'est des insultes verbales dans la rue, c'est sûr qu'elles viennent, elles en parlent. Et j'avais un exemple, je crois que c'était, je ne me souviens pas vraiment exactement du quartier, mais c'était un quartier où c'était une personne d'origine chinoise. Elle faisait l'épicerie avec sa sœur. Elle se faisait klaxonner dans la rue. Elle se faisait appeler des choses de toutes sortes, mais elle ne pouvait pas vraiment entendre ce qu'il disait vraiment. Mais ils ont constaté que c'est vraiment parce qu'ils étaient d'origine asiatique. Et je sais qu'elle a interpellé un élu de sa municipalité pour pouvoir le dénoncer. Et quand vous parlez de... Excusez-moi, j'ai vraiment perdu votre première question. Votre question principale, c'est vraiment si j'ai remarqué s'il y a eu des discriminations. Oui, la nature des actes de discrimination raciale que les gens vous racontent. Oui, la nature, c'est vraiment les insultes. Je dirais aussi que quand on fait des dénonciations, qu'on essaie de créer un safe space sur le groupe, il y a aussi une partie des membres qui voient que ce n'est pas si grave comme insulte ou comme incident haineux subi. Et je crois que c'est ça qu'on vit dans un, comment dire, dans une communauté où c'est difficile de mettre des mots sur le racisme et conscientiser les gens que les microagressions peuvent affecter les gens de différentes façons, dépendamment de comment la personne vit. Et une notion de safe space, on essaie de le créer sur le groupe d'entraide parce qu'il existe encore des gens qui
ne le reconnaît pas que le racisme existe. Et on essaie d'instaurer, d'éduquer ces personnes-là pour dire oui, ça se peut que pour toi, c'est une micro-agression et que ce n'est pas assez important à tes yeux, mais cette personne-là, elle le vit, elle vit du stress, elle veut en parler pour qu'on puisse en discuter. Et je crois que c'est ça que le groupe d'entraide essaie d'instaurer. Un safe space, un endroit où les gens puissent se sentir bien pour le dénoncer, pour parler du racisme, pour commencer à parler du racisme parce qu'on n'est pas éduqué à le faire, on n'a jamais été habitué à le faire, surtout ma génération, moi. C'est pourquoi c'est vraiment un début à tout et c'est sûr qu'on reçoit des obstacles de d'autres membres qui disent que ce n'est pas assez important pour en parler ou qu'on se victimise trop, mais ce n'est pas de la survictimisation, c'est vraiment un début. Je dirais que c'est un premier pas. Et je crois que le premier pas est le plus difficile des pas, c'est de faire le premier pas de reconnaître le racisme. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et pas laisser les autres nous dire que c'est pas grave. Oui, c'est grave. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, dans un sens, votre page a contribué à la reconnaissance du racisme anti-asiatique, mais aussi a permis à ces gens-là de s'exprimer avec beaucoup plus de facilité et un peu plus de sécurité pour en parler publiquement. Donc, c'est le rôle important que joue votre page. Donc, merci beaucoup, Laura. On pourrait revenir là-dessus quand on va parler un peu avec tout le monde ensemble sur un peu les défis et puis les actions que doivent prendre que ce soit les communautés ou les autorités pour contrer le racisme. J'aimerais passer la parole à Parker parce que Parker est vraiment quelqu'un qui a disons, une perspective très, très différente et aussi très unique sur la situation. Donc, Parker, pouvez-vous nous parler un peu de comment vous avez vécu ça, surtout à cause de votre parcours personnel et aussi, surtout, quand vous avez fait le documentaire, vous avez voyagé à travers le Québec. Et à partir de la pandémie, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui pourraient être différentes de ce que vous avez vécu et ce que vous avez vu auparavant? Oui, merci beaucoup, Faux. Merci beaucoup, Accra, pour votre précieux travail. Effectivement, après le début de la pandémie en mars 2020, on a constaté une augmentation troublante d'incidents et on a juste le groupe d'entraide contre le racisme anti-asiatique, contre le racisme asiatique. et on est un bon exemple. Je crois que vous êtes rendu à 5700 membres. Donc, ça, déjà là, la popularité, la masse critique de ce groupe témoigne d'un d'un besoin peut-être qui n'était pas, qui nous a tout un peu pris au dépourvu. Et on a vu, par exemple, moi-même, j'ai personnellement vécu, mais j'ai vécu des microagressions, j'ai vécu des personnes qui traversent la rue. Quand je marche, ils vont traverser de l'autre côté pour éviter de me déranger. Ce genre de truc-là, je n'ai pas personnellement vécu des agressions physiques ou de ce genre, mais il y a beaucoup des gens dans mon entourage qui l'ont vécu. Je ne dois que citer le rapport national du projet 1907, qui est un organisme grassroots basé dans l'Ouest canadien, qui ont sorti un rapport qui combine les données de deux plateformes de rapportage d'un incident de racisme au Canada, eliminatehate.org et covidracisme.ca. Donc, on n'a que cité les constats en statistique. On a le fait que, par exemple, le Canada a un chiffre brut plus élevé d'incidents par habitant que les États-Unis.
Et ce qui est troublant, c'est que la Colombie-Britannique a le plus d'incidents rapportés du Nord. Et ça, c'est vraiment quelque chose, suivi par la Californie, New York et Ontario. Donc, on voit aussi dans ce qui confirme ce que je disais, c'est que les femmes sont impactées de manière disproportionnée et qui représentent 60% de tous les incidents rapportés. Et de tous les incidents, une majorité il s'agit d'abus verbal et d'harcèlement, des insultes raciales, et ainsi de suite. Et l'autre 30% va de plus en plus sérieux, incluant tout ce qui est se faire cracher dessus, se faire harceler et des attaques physiques. Donc, le Québec est troisième en termes de chiffres bruts au Canada, en termes de nombre d'incidents rapportés, mais il y en a eu ici. Il y en a eu ici, Laurent en a fait référence, mais aussi il y a eu des violences, il y a eu plein d'incidents qui ont été rapportés, qui ont été partagés sur les médias sociaux, sur le groupe J'ai créé, entre autres. Et disons que les incidents rapportés ne racontent pas toute l'histoire, car l'effet du racisme n'est pas juste quelque chose qu'on rapporte et qu'on oublie, c'est auquel qu'on vit, puis on oublie, on le dépose quelque part d'autre par la suite. Il y a un trauma qui est vécu avec ça, il y a un effet néfaste. Pour ça, j'applaudis vraiment l'initiative de Laura pour amener cet aspect-là qu'on ne discute pas assez dans la communauté chinoise, surtout. Il y a une espèce de tabou autour de parler de nos émotions, puis qu'est-ce qu'on a vécu, puis consulter des thérapeutes, ainsi de suite. Je vais commenter aussi sur la fragilité du mythe des minorités modèles dont parlait May tantôt, car on voit qu'avec comment ça prend peu de choses vraiment pour basculer vers Hier, aujourd'hui, le bouc émissaire de pandémie globale, les personnes commencent à vandaliser les pagodes des lieux sacrés de la communauté. Quelle petite chose que ça prend pour vraiment détruire tout le travail qui a été fait dans les décennies passées. Je mentionnerai aussi l'amplification de ce message, cette fausse vérité par les médias de masse aux États-Unis et au Canada, par l'ex-président des États-Unis notamment. Et non seulement ça, c'est cette l'appropriation de cette rhétorique pour renforcer et justifier la guerre commerciale contre la Chine. Donc, vraiment, voici ce que je peux dire en bref. Pour répondre à votre question par rapport au film, au documentaire chinois au Québec, tout ce que je peux dire, c'est que je crois que le documentaire qui est paru en 2013, je crois que c'était parmi les premiers à montrer spécifiquement l'expérience de la jeune génération des Québécois d'origine chinoise et asiatique au Québec. Je crois qu'il ne s'agit plus vraiment d'un point de référence en termes de la lutte antiraciste, car ça a apparu avant beaucoup d'incidents, beaucoup de, comment je pourrais dire, beaucoup de points tournants dans l'histoire sociopolitique québécoise, notamment la Charte des valeurs, notamment la prise de pouvoir caquiste et l'implémentation de la loi 21 et plusieurs d'autres lois. Et finalement, vraiment, le paysage politique et social, si je pourrais dire ça comme ça, dans lequel le documentaire a été tourné n'est pas du tout le même de ce qu'on voit maintenant. Mais je crois que l'expérience qu'on a vécue, il y a eu des intervenants dans le documentaire avec lesquels on a jasé, par exemple, les travailleurs Calego, qui ont
lutté, qui ont subi des incidents de racisme dans leur lieu de travail, puis ont lutté, puis ont gagné en cours. Il y a eu des témoignages personnels, mais vraiment, si je peux mettre ça dans un contexte plus large, je pense que être étudiant au Québec, ce qu'on vit maintenant, même plus large de l'historique de racisme à tous les niveaux, systémique, personnel, individuel. Je vais montrer ce livre qui est vraiment un livre incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Montréal et particulièrement ce qu'ils ont vécu. Ça a apparu, c'est Smoke and Fire, The Chinese in Montreal, écrit par Chan Kwok-boon. Et ça est apparu en 1991. J'imagine c'est rempli d'entrevues avec des membres de la vieille génération qui seraient parmi les premiers. Puis ce qu'ils décrivent, c'est qu'ils se font cracher dessus, ils se font hurler des insultes, ils se font... Tu vois? Donc, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à notre première expérience. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres. D'accord. Merci beaucoup, Parker. Je crois qu'on pourrait continuer avec Walter, qui, entre autres, travaille beaucoup dans le domaine de l'immigration. Vous savez qu'à Montréal, nous avons une très grande, non seulement une population immigrante, des gens qui viennent chaque année, mais aussi nous avons une plus grande, très importante population d'étudiants internationaux, dont une grande partie vient de la Chine. Donc, je voudrais inviter Walter à peut-être parler aussi de cet aspect qui est très, très particulier parce qu'avec la pandémie actuelle depuis février 2020, beaucoup d'étudiants internationaux, notamment de la Chine, se retrouvent pratiquement très dépourvus ici à Montréal. Peut-être, Walter, vous pouvez parler un peu de votre expérience, le service que vous offrez à ces étudiants-là et puis quels sont les constats que vous pouvez faire à partir de toutes les qu'on appelle les conséquences désastreuses de la COVID-19 sur ces étudiants ou sur les jeunes asiatiques. Ben, pour commencer, merci M. Nimi. Première chose, c'est aussi la question au niveau de qu'est-ce que ces gens-là sont en train de vivre. Et puis, dans quelques mots, on va dire d'abord la crainte, l'intimidation, l'insécurité, isolement et stigmatisation. C'est certain que les gens au Québec puissent dire, ben oui, mais isolement, puis insécurité, tout le monde vit ça. Mais par contre, avec les gens de la communauté asiatique, et particulièrement les étudiants internationaux, ce n'est pas juste le fait qu'ils sont en train de lutter contre tous les effets néfastes de la COVID-19. Ils sont en train de lutter contre le racisme qui est subi à cause de la couleur de leur peau, à cause de leur origine ethnique. Et puis pour les étudiants internationaux, il y a un troisième niveau de stigmatisation, de marginalisation. Et ça, c'est effectivement leur statut d'immigration précaire. Et ce qui est encore plus honteux de tout ça, et on peut parler un peu plus tard, c'est que le gouvernement Legault, pendant le temps de COVID-19, ont pris l'occasion de mettre en place la législation qui marginalise davantage les étudiants internationaux. Ça, c'était tellement honteux. Alors, imaginez déjà des étudiants asiatiques, internationaux, qui subissent tous ces trois niveaux des obstacles. Quand le gouvernement leur dit qu'il ne veut plus que ces étudiants soient ici, qu'ils mettent des obstacles contre leur possibilité d'obtenir la résidence permanente au Québec, au Canada, ce n'est pas étonnant que beaucoup de ces gens-là
ils commencent à avoir des problèmes de stress énorme, de santé mentale, et c'est effectivement encore plus inquiétant parce que ces gens-là n'ont pas l'accès au RAMQ. Pouvez-vous Ils n'ont préciser pas, ce que c'est la RAMQ? Pouvez-vous expliquer ça un peu, la problématique? ils n'ont pas l'accès à système de santé publique. Il faut qu'ils aient leur propre assurance. Il faut qu'ils payent pour leur frais médical. Ça, c'est juste au niveau des questions collectives. Je peux continuer de vous parler des histoires et dont mes collègues ont aussi parlé des histoires individuelles où effectivement les étudiants qui ont passé 2-3 ans ici, souvent de l'Asie, qui payent des dizaines de milliers de dollars, qui investissent des dizaines de milliers de dollars au niveau de les frais d'étudiants, qui investissent dans la société québécoise. Je ne sais pas si les gens savent à quel point que la part économique des étudiants internationaux est tellement importante, mais c'est 3 milliards de dollars de l'économie de Québec qui fait très peu pour aider ces gens-là. Mais ça étant dit, ces gens-là sont, à cause de la stigmatisation, à cause de la méconnaissance, ils ont la difficulté de trouver des emplois. Juste comme étudiant international, déjà, il y a cet étudiant international et il y a la stigmatisation d'être un porteur possible de ce malheur COVID-19. C'est encore plus difficile d'avoir un emploi. Effectivement, je crois qu'il faut souligner que depuis que le président américain Donald Trump a qualifié le virus comme étant le virus chinois, il y a toutes sortes de préjugés, toutes sortes de stigmatisations qui a eu lieu, et l'interdiction de voyager en Chine aussi empêche beaucoup d'étudiants de pouvoir retourner chez eux. Donc, ils sont surtout avec la suspension des cours en personne. Pouvez-vous nous dire donner un exemple de quelles réformes au niveau de l'immigration qui ont touché de manière négative les étudiants internationaux? Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Il y a un programme qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise, le PEQ. Donc, auparavant, si qu'un étudiant international avait fini des études ici au Québec, s'il puisse démontrer qu'il avait un niveau de français intermédiaire avancé, c'est quand même assez impressionnant, là, il puisse avoir effectivement la possibilité de la résidence permanente. Mais par contre, lors de la situation de COVID-19, le gouvernement Legault a pris la décision d'aller en avant et mettre en place des critères encore plus restrictifs qui pas seulement que la personne doit avoir le niveau de français avancé qu'intermédiaire, mais il faut qu'il y ait au moins 1 an de l'expérience d'emploi, temps plein, dans un niveau d'habilité assez haut. Alors, comment est-ce que ces gens-là sont supposés de trouver un emploi à temps plein dans un niveau de qualificatif plus haut, surtout dans le contexte de COVID? Alors, en tout cas, et ça, surtout quand on tient en compte que la première fois que Legault a essayé de faire entrer cette réforme avant le COVID-19, les différents secteurs de la société ont réussi de faire repousser la réforme, mais malheureusement, avec le COVID-19, tout le monde est préoccupé par toutes les différentes effets de la COVID. Bon, le premier ministre a décidé, dans ce cas-là, il faut profiter. Il faut exploiter la situation.
Je crois que ce qui est très, très intéressant de ce que vous avez dit, Maître Tom, ce que Maître Chu aussi a dit dès le départ, c'est comment on fait se retrouve avec un cercle vicieux, une sorte de phénomène qui se répète dans l'histoire. Avant, c'était les restrictions au niveau de l'immigration pour empêcher les Chinois de venir ici. Mais maintenant, en temps de pandémie, on resserre les vis pour empêcher que les étudiants, entre autres les étudiants internationaux qui sont un grand nombre de personnes d'origine chinoise et aussi de l'Inde, de pouvoir trouver toutes les possibilités de pouvoir s'établir et obtenir la résidence permanente. La question de serrer les vis pour couper les vivres, couper l'immigration, que ce soit en temps de pandémie ou autre, certainement on crée des effets très, très, disons, négatifs au niveau systémique pour les gens de communauté asiatique et certainement ça n'aide pas au niveau de leur disons, installation ici à Montréal. Je voudrais vous dire, avec le temps qui passe maintenant, c'est qu'on a fait référence à la violence, on a fait référence à beaucoup de phénomènes, même culturels, que les communautés asiatiques de diverses origines vivent, et comment elles s'expriment, comment elles parlent de racisme. Je dois souligner aussi que vous devez savoir qu'en mai, en 2020, Statistique Canada a publié une recherche sur le sentiment d'insécurité de plusieurs minorités visibles en temps de pandémie. Et puis parmi les Chinois, les personnes d'origine chinoise, les personnes d'origine coréenne et japonaise au Canada éprouvaient un niveau plus élevé d'insécurité à cause de la COVID-19. Et c'est un phénomène dont on ne parle pas beaucoup. Et peut-être ce serait bien que Statistique Canada puisse faire une étude de suivi pour savoir si ce sentiment d'insécurité parmi ces minorités visibles demeure aussi élevé en 2021. Parce que la pandémie continue, puis on va en voir encore les effets de confinement. Nous avons aussi l'autre phénomène, c'est que je crois qu'avec toute la violence dont parlait Laura, vous vous rappelez que Laura, nous avons travaillé avec le conseiller Marvin Rautran en juin pour faire adopter au conseil municipal de Montréal une résolution pour une première fois dans l'histoire de la ville de Montréal pour dénoncer le racisme anti-asiatique, dénoncer la haine et la violence. Et je crois que ça nous a aidé aussi à parler beaucoup plus ouvertement des mesures de lutte contre les crimes haineux. Les crimes haineux, que ce soit contre les Asiatiques, mais aussi d'autres groupes racisés, parce qu'en temps de pandémie, on cherche toujours de boucs émissaires. Et je crois que ce que Parker a fait, c'est retracer aussi un peu le bilan au cours des 10 dernières années pour démontrer que maintenant, avec la pandémie, on peut parler de racisme systémique, on peut parler beaucoup plus disons, de changement d'attitude beaucoup plus négative à l'endroit, entre autres, des Asiatiques ou des personnes racisées ou des immigrants. Je crois que nous avons des défis collectifs à relever. Parmi l'une des questions que j'aimerais vous poser à toutes les 4 personnes, étant donné que collectivement, vous représentez presque, je dirais, 75 ans d'expérience dans le domaine de lutte contre les injustices et les inégalités, les discriminations. S'il y a 3 choses que vous jugez les plus importantes que les gouvernements doivent mettre en place pour lutter contre, que ce soit le racisme anti-asiatique ou contre toute la stigmatisation, la discrimination reliées à la COVID-19, quelles sont ces 3 mesures selon vous qui doivent être mis sur pied par les gouvernements, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, pour contribuer à la lutte contre les discriminations, surtout les discriminations reliées à la COVID-19? Si je peux commencer. Allez-y. Ouais. Si je peux commencer, je crois que d'abord, comme tout le monde a parlé là, par le gouvernement québécois surtout, il faut reconnaître que ça existe, la discrimination systémique. Peut-être qu'il faut que ce gouvernement s'éduquer un peu par le jugement du Cour suprême. C'est quoi la discrimination systémique? Parce que c'est la désinformation que ce gouvernement est en train de faire. Et cette désinformation se transmet dans la population et surtout la population qui ont déjà une certaine méprise, groupes marginalisés et vulnérables. Alors, et c'est pour ça que, première chose, c'est la question de reconnaissance de la discrimination systémique. Et deuxièmement,
au niveau de la cueillette des faits. Parce que comment est-ce qu'on puisse démontrer à quel point est-ce qu'il refuse de recueillir des informations? C'est vraiment un aveuglement institutionnel qui existe. Alors, juste ces deux-là, je vais commencer. Est-ce que vous parlez spécifiquement de racisme systémique ou de la discrimination systémique en général? Ben, je parle de la racisme systémique pour commencer, mais qu'il y a d'autres formes de discrimination systémique aussi. D'accord, parfait. Maître Chu, Parker, quelles sont selon vous les mesures que le gouvernement, les autorités gouvernementales peuvent adopter pour contrer la discrimination et même la désinformation qui mène à la discrimination? Vous avez des idées? Oui, je peux tenter un peu, mais à mon avis, c'est difficile de répondre à ces questions quand, comme j'ai souligné avec la taxe d'entrée, souvent, c'est le gouvernement même qui viole nos droits à l'égalité et à la dignité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de recours efficace que nous pouvons entamer. On sait que, par exemple, je sais que CRAR, ça fait des décennies que vous travaillez pour améliorer le fonctionnement de la Commission des droits de la personne ici au Québec et ça fait des années que ça n'a pas vraiment marché. C'est tellement, tellement inaccessible. Les gens sont découragés même par les de déposer une plainte. Alors, vraiment, pour répondre à cette question, je pense que premièrement, le gouvernement même doit assumer la leadership de lutter contre le racisme, de mettre fin à leur propre incohérence concernant les politiques de lutte contre le racisme. On ne peut pas, une année, donner des excuses, par exemple, auprès des peuples autochtones pour tout le racisme, le génocide, puis en même temps, on refuse d'adresser, par exemple, les enlèvements des enfants autochtones par les instances du gouvernement. On ne peut pas retarder pour de fournir des logements adéquats, de l'eau potable. Alors, c'est ça, il faut que le gouvernement assume le leadership, il faut qu'il fasse qui s'engagent selon leur propre loi de respecter la loi à l'égalité de tout le monde. Et deuxièmement, moi, peut-être c'est parce que j'ai une réflexe d'avocat subventionner les moyennes des personnes racisées à déposer des plaintes et il faut améliorer le fonctionnement et l'accueil et la compétence des gens qui travaillent pour protéger nos droits dans les institutions. Merci beaucoup. Parker, est-ce que vous avez quelques suggestions? Oui, absolument. Je fais écho à ce que mes deux autres collègues ont dit. Je pense qu'il y a aussi un autre point que je soulèverais, ce serait vraiment la reconnaissance du quartier chinois comme lieu de culture et patrimoine. Il y a eu un premier pas dans ce sens avec la déclaration de la valeur patrimoine du quartier dont May a parlé en décembre 2020, mais ça reste un premier pas. Il faut continuer ce travail-là et peut-être aussi une valorisation de ce quartier qui a été frappé particulièrement fort par la pandémie. Je parle de peut-être suspendre ou réduire les impôts fonciers. Vraiment, je pense que si la ville démontre que le quartier chinois et la communauté chinoise méritent pas d'un statut, mais méritent de se faire soutenir comme toute autre communauté de manière juste et de manière appropriée, qui est égale à la contribution de la communauté à la ville.
Je pense que la ville doit démontrer donc qu'ils sont derrière nous, ils nous soutiennent. Je dirais aussi qu'il doit avoir, pour faire écho à ce que May disait, la création de structures au niveau municipal, au niveau provincial, même au niveau fédéral, qui sont tâchées d'examiner, questionner les structures institutionnelles d'une perspective antiraciste et antidiscriminatoire, et que cette structure soit financée adéquatement, et que cette structure détienne le pouvoir nécessaire pour en faire quelque chose, parce qu'on sait qu'il y a en masse de communautés et de groupes informels, bénévoles, qui regroupent plein de gens de la communauté qui finissent par juste parler, puis ça ne passe jamais à l'action. Donc, on n'est pas là juste pour cocher une case. On est là pour effectuer des changements à long terme, et ça prend du travail, parfois difficile, oui, parfois coûteux, mais le gouvernement doit montrer sa volonté de vraiment s'engager sérieusement. Ça commence aussi vraiment admettre que ça existe, premièrement, et en faire quelque chose. Ça veut dire donner des ressources financières, donner des ressources humaines et valoriser la communauté. Laura, à votre tour. Oui. J'appuie, c'est sûr, May, Walter et Parker dans la reconnaissance. C'est sûr qu'il faut absolument que le gouvernement reconnaisse qu'il y a du racisme, que le racisme existe. Mais je dirais aussi vraiment souligner, parce qu'on parle ici des communautés asiatiques, que le racisme anti-asiatique existe au Canada, au Québec, et que c'est vraiment très spécifique à notre communauté, que le racisme de notre communauté est vraiment différent de celle des communautés noires, autochtones ou arabes, qu'on est différent, qu'on a des enjeux et qu'on a des réalités différentes. Et en reconnaissant qu'on est différent, ça fait en sorte qu'ils vont mettre des mesures pour pouvoir étudier ce phénomène, étudier le pourquoi ce racisme existe et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos communautés. Et moi, je dirais que, oui, premièrement, reconnaître le racisme anti-asiatique, mais deuxièmement, je crois qu'il y a une mesure qui est vraiment importante de placer toutes les instances municipales, provinciales, c'est aussi d'avoir des leaders, mettre en place des dirigeants qui sont de diversité différente. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes politiques, en politique qui sont d'origine asiatique, aussi de personnes en termes au municipal, par exemple. On a juste Cathy Wong, mais sinon, il y en a vraiment pas de personnes d'origine asiatique. En mettant en place des postes, des gens de différentes ethnies, ça aide à mettre en place des mesures et des lois qui sont adaptées à notre réalité, pas seulement des lois qui sont adaptées à des réalités plus caucasiennes. Parce que je crois que la domination caucasienne, ça fait en sorte parce qu'il y a trop de dirigeants ou de leaders qui sont d'origine québécoise, mais qu'on a besoin, moi aussi je suis québécoise, d'autres personnes aussi sont québécois, qu'on pourrait avoir ces postes-là pour pouvoir refléter notre réalité à la réalité québécoise, ce qui est changeante en 2020 et qu'on n'est plus la même qu'il y a 20-40 ans. Donc, je crois que c'est des mesures importantes vraiment à instaurer. Vous avez vraiment souligné beaucoup de choses à faire. Ils sont vraiment importants, surtout au niveau, que ce soit au niveau de la réforme d'immigration, la reconnaissance du racisme systémique, la collecte de données basées, je crois que vous parlez des données basées sur la race, afin de mieux prouver le racisme systémique, la reconnaissance du patrimoine, de valeur patrimoniale du quartier chinois, la reconnaissance officielle, l'institution de nouvelles ressources financières adéquates, et aussi pour aider les victimes de discrimination, avoir accès à la justice et à la protection. Et je crois que Laura, vous avez apporté aussi une dimension très importante, c'est que la reconnaissance que le racisme anti-asiatique existe et que c'est différent d'autres formes de racisme aussi, parce que j'aimerais vous souligner des faits que dans le discours du trône l'an dernier, le gouvernement fédéral a reconnu officiellement le racisme systémique et s'engage à déployer des moyens pour lutter contre le racisme systémique dans tous les secteurs de la
au niveau de qu'on a vu, la vie fédérale ou des réalités à travers le pays. La ville de Montréal reconnaît aussi l'existence du racisme systémique. C'est le Québec qui ne reconnaît pas l'existence du racisme systémique, donc il faut continuer à pousser. Je dois dire aussi qu'au niveau de reconnaissance, disons, des places et des racines asiatiques, que ce soit dans la vie montréalaise, la vie québécoise, la vie canadienne, il semble que les Asiatiques de Montréal sont depuis longtemps exclus de certaines structures. Par exemple, même le Conseil interculturel de Montréal, depuis longtemps, il n'a aucun membre d'origine asiatique. Et il semble que la ville de Montréal ne fête plus le mois du patrimoine asiatique depuis quelques années. À moins que je me trompe pour des raisons, le fédéral souligne, mais la ville de Montréal, à un certain moment, a arrêté de souligner le mois du patrimoine asiatique. Donc, ce sont des choses qu'on appelle des actes de reconnaissance officielle que vous proposez, que vous préconisez afin de restaurer, entre autres, la place qui leur est due au sein de la ville et de la société canadienne. Monsieur Niemi? Oui. Je veux juste ajouter aussi à ce que Laura et mes collègues ont parlé. Et je reviens sur la question de auto-culpabilisation que fait les communautés asiatiques. Auto-censure, mais surtout auto-culpabilisation. Parce que, et je crois le mot en anglais, c'est model minority. En français, je crois que c'est minorité exemplaire. Les Asiatiques sont des minorités, sont des immigrants exemplaires. Dans ce cas-là, s'il y a quoi que ce soit, OK, qu'une personne d'origine asiatique, des problèmes quoi que ce soit, dans ce cas-là, ça doit être la faute de soi. Et c'est là que ça rend tellement difficile pour des gens qui sont des victimes de discrimination de sortir parce qu'il y a tellement honte, il y a tellement de autocensure autour de ça. Puis en tout cas, le groupe de Laura fait un travail remarquable, mais quand même dans la société at large, surtout des nouveaux immigrants, surtout aussi des gens plus âgés, c'est très difficile de changer ces attitudes qu'ils ont portées toute leur vie. Moi-même, juste pour peut-être terminer mon part, on parle de la taxe d'entrée. Mon grand-père et mon père ont été effectivement des périodes de taxe d'entrée, mais ils ne voulaient pas me parler de ça. Ça m'avait pris, je crois, 2 ans, juste en leur demandant lentement, passionnément, de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais pour eux, c'est la honte. Pour eux, c'est la blessure. Et c'est tellement difficile pour eux de parler de leur expérience victime. Les victimes de guerre ont aussi ce genre de culpabilité. Je crois qu'il faut, ce que vous dites, c'est qu'il faut déculpabiliser et puis il faut normaliser des discours, des expressions au sein des communautés asiatiques pour parler franchement et à haute voix le fait que c'est normal d'être victime de racisme et c'est normal de dénoncer le racisme et c'est normal d'admettre qu'on a été victime de discrimination. Donc, des changements au niveau de comportement, des changements internes, autant que des changements externes qu'on doit rechercher dans la lutte contre la discrimination anti-asiatique. Et dernièrement, je crois que dans le contexte de la pandémie, il faut continuer toujours à souligner le fait que la stigmatisation est toujours là. De temps aussi longtemps qu'on parle encore de Wuhan, on parle encore, est-ce que c'est encore la faute de la Chine qui a inventé ou qui a créé ce virus? Même ces jours-ci, je crois que c'est un travail de longue haleine dans le contexte de la pandémie. Je voudrais juste vous dire que nous arrivons à la fin
nous avons quand même, j'espère que nous avons vraiment mis sur la table beaucoup de points intéressants de discussion, de sensibilisation, aussi des choses très concrètes que cet exercice a pu mettre de l'avant pour peut-être amener des changements durables, des changements concrets, que ce soit au niveau de la lutte contre le racisme anti-asiatique ou au niveau de la lutte contre le racisme, point final. Parce que je crois que nous avons tous l'intérêt et aussi l'obligation de lutter contre toutes les formes de racisme, toutes les formes de discrimination, afin de pouvoir atteindre une société plus équitable et plutôt une ville et une province plus inclusive. Donc, sur ce point, je voudrais juste, je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant qu'on dise au revoir à tout le monde. Oui, allez-y. Oui. Sur ce que Walter a dit, il y a vraiment quelque chose que je voulais vraiment souligner. Je sais que la génération de nos parents ont souffert beaucoup avec la guerre, avec des traumas qui sont arrivés, avec ce qui s'est passé. Je crois que notre génération d'enfants, on est tous des adultes maintenant, on est des professionnels ou pas, ça ne dérange pas, mais on est des adultes, on est capable de parler. Et je crois que c'est un processus peut-être long terme qui va prendre beaucoup de temps, mais juste commencer à en parler, commencer dès maintenant. Je crois qu'on est capable de faire un dialogue, une communication avec nos parents. Ce n'est pas habituel parce que la communication n'est pas habituée dans la culture asiatique, mais je crois que c'est un commencement, c'est un début. Juste faire un dialogue avec nos parents, ça va prendre 1 année, 2 années, 10 ans. Ils vont commencer à parler et à soulager leurs blessures et on pourrait les aider. Et ça, c'est seulement les aider eux, mais aussi c'est aider notre avec la prochaine, avec nos enfants, pour communiquer à propos de nos blessures, du racisme et toutes les discriminations qu'on vit. Donc, je crois que c'est vraiment important, notre mission, de faire de notre génération. Donc, Laura, vous venez d'ajouter peut-être une recommandation très importante, une proposition d'entamer, d'encourager une conversation non seulement interculturelle entre les diverses communautés asiatiques, mais aussi intergénérationnelle. Parce que la famille compte beaucoup dans toutes les cultures asiatiques. Donc, il ne faut jamais les laisser oublier nos parents qui ont beaucoup souffert, comme vous avez dit, surtout ceux qui ont vécu la guerre et qui n'en parlent pas. Et les enfants doivent aussi les aider à sortir de l'ombre, que ce soit de la honte ou de la peur ou de l'insécurité. Et ça, c'est un travail important dans la lutte contre l'exclusion et pour l'inclusion et peut-être pour l'égalité de tous et de toutes. Donc, un autre travail, le travail de déconstruction des stéréotypes et pour démolir ces stéréotypes. Et le faire de manière intelligente, de manière, je crois que tant intellectuelle qu'émotive aussi, parce que parfois, il faut rejoindre les gens au fond de leur cœur pour leur faire comprendre comment ces stéréotypes peuvent faire mal. Et c'est comme ça, parfois, on change les cœurs et puis change aussi les mentalités. Donc, écoutez, je vous remercie tous et toutes. Donc, sur ce point, je voudrais remercier à Mei Chu, à Walter Tom, à Laura Liu et à Parker Ma d'avoir participé à cette discussion qui est très, très importante, tant pour les communautés auxquelles vous appartenez, aussi toutes les communautés qui vont nous écouter, puis nous visionner. Et je crois que nous aurons d'autres occasions pour en parler et puis contribuer à l'avancement de nos idéaux et aussi de nos objectifs, tant collectifs que personnels. Donc, merci encore une fois de votre participation. Et on espère vous réinviter de nouveau dans un proche avenir dans d'autres forums. Nous aimerions remercier nos partenaires dont la contribution technique et financière a rendu possible ce webinaire. Le ministère du Patrimoine canadien, Emploi et Développement social Canada, l'Institut de recherche et d'éducation sur les relations raciales, le Conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce de la ville de Montréal, le Conseil de développement du quartier chinois de Montréal, l'Union générale des étudiants de l'Université Concordia et dernièrement, l'Union générale des étudiants de l'Université McGill